Le bilan, un an après les événements en Tunisie qui ont déclenché ce printemps arabe, ce bilan, il est quand même très mitigé. Il est très mitigé. Vous savez que les États arabes sont tous regroupés au sein de la Ligue arabe, création mars 1945. La Ligue arabe compte 22 États plus l'autorité palestinienne. Donc 23 entités, enfin on va dire ça comme ça. Et vous n'avez à ce jour que, entre guillemets, 3 régimes et 4 dictateurs qui sont tombés. Or, tous les États arabes, hein, le Liban étant vraiment un cas à part, accusent des potentats plus ou moins despotiques, plus ou moins autoritaires. Alors je l'ai dit, c'est moins le cas au Maroc et en Jordanie par exemple, c'était beaucoup plus le cas en Syrie ou en Libye, mais enfin, de toute façon, il n'y a à ce jour aucune vraie démocratie. Ça, c'est une certitude dans l'ensemble du monde arabe. Et depuis la décolonisation. Alors, 3 régimes qui tombent rapidement, c'est bien, j'en suis très heureux, mais c'est un bilan, au fond, assez mitigé. Alors, je n'ai pas fait d'erreur, hein. 3 régimes qui tombent et 4 dictateurs. Je n'ai pas fait d'erreur. L'Égypte, je me tue à le dire ces derniers mois, n'a pas changé de régime. Celui qui symbolisait le régime politique et qui en était effectivement l'émanation militaire, à savoir Hosni Moubarak au pouvoir depuis la mort de son prédécesseur, Sadat assassiné pour avoir fait la paix avec Israël d'ailleurs en 81, Hosni Moubarak a chuté, mais l'armée, comme vous le voyez tous les jours, et comme les manifestants le savent et le vivent, ne l'apprécient pas, a priori place Tahrir, eh bien, est restée en place. Hein, de la haute juridiction à l'état-major, en passant par le corps des hauts fonctionnaires de manière générale. En revanche, en Tunisie, le régime est tombé. En Libye, de toute façon, le régime était incarné par le seul Ubu Kadhafi, bon, c'est tombé. Et maintenant, au Yémen, et ça vient seulement de se produire. Encore que le Yémen, c'est plus compliqué. Tout ça pour vous dire que il y a eu des répressions qui ont bien marché. Pour l'instant, Bachar el-Assad est toujours au pouvoir, et à mon sens, comme je le disais dans le Figaro en juillet, mais j'aurais peut-être tort, il est là pour un bon moment. Le Assad, à mon avis, est là pour un bon moment, et on reviendra, si vous voulez, si vous avez des questions là-dessus, pour les raisons qui me font dire que, pour l'instant, il n'est pas tombé. Et puis, il y a eu aussi la répression à Bahreïn de la part de l'Arabie Saoudite. On n'a rien dit, puisque l'Arabie Saoudite est le premier producteur de pétrole au monde, et en plus, ce sont des huiles légères, donc c'est très intéressant à exploiter, donc on n'a rien dit du tout pour défendre Bahreïn. En Algérie, sans doute que le trauma terrible de la guerre civile sanglante des années 90, comment dirais-je, refroidit quelques ardeurs contestataires. Et on peut, mon Dieu, tout à fait le comprendre. Hein, bon. Il est très pénible de vivre dans des États sous des régimes qui n'assument pas et qui n'assurent pas la fonction philosophique primordiale d'un État, à savoir assurer à minima le bien-être social de sa population. Je ne suis pas naïf, je dis bien à minima. Je n'invente rien, hein. Les philosophes des Lumières en parlaient déjà, et puis Athènes avant moi. Donc ça, c'est pas possible. Hein. Quand l'État central est failli, et faillant dans sa mission de faire un peu au moins de social, eh bien l'exaspération monte de manière tout à fait mécanique, et surtout, lorsqu'ensuite vous pouvez voter, eh bien vous votez pour les gens qui, eux, s'occupaient du social, qui, eux, s'occupaient de l'éducation des gamins dans des écoles trop chères, et qui, eux, distribuaient la soupe populaire. Cinquième et dernière partie, cinquième et dernier point de cette première partie consacrée au printemps arabe, et c'est la plus importante. Les islamistes. Alors, les islamistes font 42% des suffrages exprimés en Tunisie. La Tunisie laïque, la Tunisie de Bourguiba. La Tunisie où le printemps arabe a commencé, le printemps arabe dont le visage était très féminin, très diplômé, très non-violent, très ouvert sur le monde, très twitteriste, tweetiste, bon, mais comme vous le savez, la formule n'est pas de moi, elle est beaucoup plus intelligente, les révolutions dévorent toujours leurs propres enfants. Et ces gens-là n'étaient pas forcément les plus représentatifs des sociétés. Ils existent, et très bien, tant mieux, c'est un fer de lance, ça a été le fer de lance de la chute, de la contestation qui a amené à la chute d'un certain nombre de dictateurs, en tout cas 2 au moins. Le Yémen, c'est un cas différent, Ben Ali et Moubarak, mais ces gens-là ne sont pas représentatifs de la majorité, vraisemblablement, de la population au nom de laquelle et pour laquelle ils ont lutté. En dépit de tout cela, et en dépit de Weber qui serait balayé d'un revers de main, une coalition islamiste radicale parvenue au pouvoir, au Caire ou à Amman, ou demain à Damas peut-être, souhaitait faire la guerre à Israël, alors Israël n'aurait toujours pas, et là vous voyez j'entre de plein pied dans le débat après cette introduction et avant d'entamer mes 17 parties, bon, ça fait
à ce moment-là, même à ce moment-là, Israël n'aurait pas à craindre pour son existence. Je pèse mes mots. Ce que je vous dis, je le dis devant, encore une fois, les cénacles militaires, je l'ai dit très récemment à l'IHEDN, personne, y compris les officiers arabes qui coopèrent, dont les États coopèrent avec la France, donc qui sont présents à ce titre-là, ne me disent l'inverse. Sur le plan militaire, sur le plan stratégique, aucune coalition arabe, aucune coalition arabo-iranienne, je vais loin dans ce que je dis, n'est capable aujourd'hui de mettre en péril l'existence de l'État d'Israël. Je ne suis pas en train de dire que des États n'attaqueront pas Israël. Je ne suis pas en train de dire que le Hamas et le Hezbollah ne sont pas des menaces tactiques permanentes pour Israël, on l'a vu ces dernières années. Bon, d'ailleurs, pour ces gens-là, Israël est une menace sacrément tactique aussi. Bon, enfin, je ne les mets pas sur le même piédestal qu'Israël, bien évidemment. Mais à leurs yeux, c'est aussi une menace tactique. Mais nous sommes là dans l'ordre des menaces tactiques, c'est-à-dire des menaces militaires, sécuritaires, qui peuvent créer véritablement, en cas de conflit, des dégâts, et on l'a vu en 2006 et en 2008-2009, sur l'économie israélienne, sur une partie de l'économie, sur une partie d'une région israélienne, faire malheureusement des victimes civiles en grand nombre. Mais, ce ne sont pas des menaces stratégiques.